Allez, on revient pour la suite et la fin avec nos chers invités, Firmin Tekou Agbo, Chris Ega et Dominique Lacmon. Avant de parler du Togo et de ce projet Ouaka, on est toujours à Bamako, au Mali. On parlait justement de la suspension de Joliba TV News pour 2 mois pour violence au code de déontologie. Alors Dominique Lacmon, il y a des analystes politiques qui passent par là. D'ailleurs, Douarin l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on critique le Mali, on devient paria. On devient paria, justement. On est voué aux hégémonies. Voilà. Est-ce que ce qui vient se passer le prouve suffisant selon vous? Oui, parce que Assimi Goïta, arrivé au pouvoir, a pu faire de la supercherie. Et c'est pas trop fort. Non, ça c'est vrai, je lui dis la vérité. Il a fait de la supercherie, tout le monde est rentré dans cette danse et faire croire que c'est un messie africain qui est arrivé à la tête du Mali. Oui, moi-même je l'avais cru, c'est les analyses maintenant qui me détrompent de mes analyses parce que de ma vision sur la personne. En fait, sa démarche panafricaniste était une bonne chose et tous les Africains le pouvaient parce que moi je ne dirais pas que c'est panafricaniste, je dirais plutôt que c'est populiste. Il faut faire la différence. Voilà, même c'est le vrai mot que le doyen vient de dire. Il a fait du populisme en fait. Tu vois, donc moi tout le monde croyait quelqu'un qui venait pour changer des choses, pour changer l'Afrique. Il est en train de changer. Nous en tant que panafricains, les gens sont inspirés de demain et on veut des gens qui sont là pour les intérêts africains. Il faut vraiment que les transformations de tout ce que nous faisons soient en Afrique. Nous avons besoin des ressources africaines. Mais lui, il est arrivé avec une stratégie que moi-même, je ne vois même pas son idée panafricaniste. Quand on cherche la France pour aller chercher la Russie, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est la même chose, on l'a dit ici plusieurs fois. Actuellement, c'est qu'il est en train de... Ça, c'est pour les soutenir sur le plan sécuritaire. Non, c'est la même chose. Il faut les instructeurs, il faut les moyens pour pouvoir lutter contre les terroristes. C'est juste retirer le gâteau à la France et remettre ça à la Russie. Parce que peut-être que la France n'épouse pas l'idée de Assimi Goïta et puis il risque d'être encore, tu sais, la France, là, si tu ne fais pas véritablement son intérêt, tous les pouvoirs et les régimes qui ne font pas l'intérêt de la France sont toujours bousculés. Et Assimi Goïta a compris cela, il ne voudrait pas vivre avec un danger à côté et il a changé de stratégie pour pouvoir aussi lui conserver son pouvoir avec d'autres partenaires. Mais on l'a fait croire, il nous a fait croire que il était un panafricain où il ne voulait pas l'intervention occidentale, mais ce n'est pas ça. Parce que les Russes sont en train d'exploiter actuellement le Mali. Et maintenant, ce qu'il donne l'État, ce qu'il est en train de présenter comme aspect aux Maliens, c'est ça, la fermeture de cette chaîne pour qu'on est en face d'un dictateur. Quelqu'un qui veut tous les moyens conserver son pouvoir, qui ne veulent pas de critique, qui ne veulent pas sentir ses opposants, ils ne veulent pas une opposition qui viendra à lui bousculer. D'ailleurs, on demande les opposants qui sont en Côte d'Ivoire. Il réclame les têtes de ses frères qui vivent... poursuivis par la justice. Non, pas du tout. C'est pas lui, c'est la justice. Quelle justice? Mais quelle justice? Moi, je veux qu'Assimi Goïta dirige le Mali, qu'il le fasse de façon intelligible et intelligente. C'est-à-dire qu'il gère la transition dans un temps record, il organise les élections, si lui-même peut se représenter, qu'il démissionne et devient un civil, qui vient, il vient mettre sa candidature, mais les Maliens vont le voter et asseoir sa politique. La base de la démocratie. Ça, véritablement. Moi, je suis aussi pour la dictature, d'une manière. Pour diriger vraiment un pays, il faut la dictature. Mais une bonne dictature. Alors, Firmin Tekou Agbo. Une bonne dictature. Une bonne dictature. Il y a quelqu'un qui parle de dictature éclairée. Une démocratie à l'africaine. Oui, une démocratie. C'est pourquoi je voulais chuter sur l'intervention de Firmin, les textes qu'il a, Assimi Goïta a écrit. En fait, moi je suis pour ça. Mais s'il était, comme le doyen l'a dit aussi. S'il était vraiment un président élu, mais quand tu es élu, ce n'est pas un premier ministre qui est élu. C'est le président et c'est ses actions qu'on doit apprécier. C'est lui qui a le droit de rendre compte et de faire le bilan de son mandat au peuple. Il faut qu'il ait ses pleins pouvoirs. Mais cette situation de premier ministre, le premier ministre n'est pas élu, mais il est nommé par quelqu'un qui a une politique et il ne doit pas venir il porte la politique du président de la République, le premier ministre.
Ben voilà, c'est ce que je dis. Il ne doit pas être contre la politique du président qui est vraiment élu, qui a un mandat du peuple. Alors, Firmin, on ne va pas être trop dur certaines fois, il faut le dire. Nous sommes journalistes. On peut sortir du cadre habituel. Et là, il y a quand même l'autorité pour nous cerner. Non. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a joué le rôle. Non, on a parlé de l'Arak au niveau du Mali, qui ressemble un peu. Mais si c'était l'Arak, si c'était agi simplement de l'Arak, je ne pense pas qu'on serait allé jusqu'à fermer la chaîne. Ça, c'est déjà quelque chose, je ne sais pas. Et Assimi Goïta peut-être, même si lui-même l'avait désiré, ou ses proches l'avaient désiré, il l'aurait normalement laissé faire. Et ça aurait vraiment joué à accepter la contradiction. Accepter la contradiction. Et puis ces fans allaient dire sur les médias que non, que notre président, c'est un président démocrate qui n'a rien à voir avec les critiques, c'est un président qui a ceci et cela. Mais cette manière de se comporter, ça frise la dictature. Ça frise la dictature. Et en ce moment si précis, on n'en a pas besoin. Et aussi, on doit le reconnaître, que quelquefois les journalistes peuvent s'adonner à des dérives. Ça, ce n'est pas exclu. Mais le fait de réagir comme cela, ça montre à quel point le pouvoir politique se sert de cette affaire-là. Mais là, la deuxième chose, c'est toujours, si vous le permettez, c'est toujours par rapport à la réaction de la Constitution. Quand Assimi Goïta dit le président de la République détermine la politique de la nation, vous savez, cette manière de le faire, de l'instituer, ça devient dangereux. Parce que si on se retrouve en cas de cohabitation, à ce moment-là, le président de la République ne pourrait pas déterminer la politique de la nation du moment où le Premier ministre, il est issu de l'Assemblée majoritaire. On dit le président de la République nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Donc, en cas de cohabitation, le Premier ministre, c'est lui qui va déterminer la politique de la nation. Vous savez, bien sûr, le pouvoir ne se partage pas. Je me rappelle, lorsque Chirac quittait le pouvoir, non, pas Chirac, celui qui était venu avant lui, François Mitterrand quittait le pouvoir. François Mitterrand avait fait avec Edouard Balladur la cohabitation. Donc, à ces dernières heures, les dernières heures qui devaient passer sur la terre avant de partir, avant de mourir, Edouard Balladur, je parle de François Mitterrand, Edouard Balladur était allé lui rendre visite. Et François Mitterrand demande à Edouard Balladur, qu'est-ce que tu as appris de notre cohabitation? Et Edouard Balladur répond, le pouvoir ne se partage pas. C'est parce que Edouard Balladur a rencontré un François Mitterrand qui n'aimait pas du tout partager son pouvoir. C'est vrai. François Hollande lui-même, il a dénoncé la carence du régime semi-présidentiel. Ça n'aide pas, surtout quand on n'est pas en cohabitation. Maintenant, quand on est en cohabitation, le président de la République doit savoir que le pouvoir doit se partager. Sinon, ça ne pourrait pas aller. Ou soit, on saute cette histoire de cohabitation pour dire, ou soit cette histoire de Premier ministre, on dit, il y a un président, on le fait comme aux États-Unis. On a compris la position, ce n'est pas ça le débat. Un régime présidentiel où il n'y a que le président de la République, et puis c'est fini. Alors, on comprend les différentes positions. Bon, c'est vrai que ce n'est pas ça le sujet, mais doyen, quand on voit les Maliens faire, je vais parler de ceux qui prennent des décisions. Est-ce que il y a des craintes en vue? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut craindre plutôt pour la suite? Pour la suite, en ce qui concerne la liberté d'expression, justement, les dérives du régime de Goïta, en ce qui concerne la restriction portée à la liberté d'expression, je crois qu'il y a lieu de craindre à partir de quelques actes là que le président Goïta a posé, parce que nous l'avions dit tout à l'heure, lorsque vous comptez 1, 2, il vous sera facile de compter 3, et c'est justement le 3 là qu'on ne voudrait pas qu'il compte, parce que la liberté d'expression doit être le soubassement de toute société, ou alors nous sommes à la caporalisation, et c'est ce qu'on voudrait éviter. Et on l'a aussi dit, il y a lieu de craindre et de rappeler surtout Assimi Goïta à l'ordre en ce qui concerne les coups de boutoir qu'il porte à la liberté d'expression. On a dit, ce n'est pour rien qu'entre l'autorité et les journalistes, on a mis la HAC. Il y a même d'autres organisations de régulation qui permettent même aux journalistes de s'auto-contrôler
en matière de presse, etc. Si on a créé, inventé tous ces instruments, voilà, tous ces instruments-là, c'est pour que le président ne soit pas amené à prendre des décisions regrettant en matière de limitation de la liberté d'expression. Il y a des instruments de régulation. Il faut qu'on donne l'autorité à ces instruments-là de s'exercer. Au lieu que ce soit le président qui intervient, ou bien il intervient par le ministère de la Justice pour interrompre, pour dire je ferme tel ou tel, sans passer même par la justice. Parce que au cas où ces instruments de régulation-là ne tournaient pas, il fallait peut-être aller à la justice. Ou alors donner un avertissement aux journalistes pour le rappeler. L'appeler, lui donner un avertissement, 1 ou 2 avertissements pour qu'on parle ensuite de récidive, s'il y a récidive. Et puis, il faut que ceux dont on l'accuse soit vraiment constitué. Si ce ne sont que des simples critiques, une analyse critiques sur des faits de gouvernance, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'être jusqu'au boutiste en matière de sanctions. Je crois qu'il y a lieu de rappeler à l'ordre Assimi Goïta, lui dire que ce qu'il est en train de faire va desservir sa popularité. Alors, avec la lue là, est-ce qu'on peut avoir de l'opposition, c'est-à-dire des manifestations dans les rues pour critiquer peut-être les décisions du président Assimi Goïta? Ah voilà, si déjà ce journaliste-là, parce qu'il a critiqué, il est mis en fuite, imaginez ceux qui voudraient prendre le pouvoir, qui va manifester, Goïta, qui vont empêcher Goïta même, qui vont manifester dans la rue. Je voudrais dire que c'est vrai que parfois, quand ce journaliste parle, ça peut faire l'effet d'une bombe. C'est-à-dire, un seul journaliste peut avoir parfois la force même de tout un peuple, parce que vous savez, la langue est un instrument qui peut détruire autant qu'elle peut construire. Je crois que Firmin oui, on doit filer au Togo. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, donnez à Firmin. Vous savez, cette manière de se comporter prouve à suffisance ou témoigne à suffisance que Assimi Goïta, il aime tellement les Russes. Vous savez que quand la guerre a commencé en Ukraine, il y a une journaliste qui a dénoncé publiquement cette guerre. C'était en plein direct à la télé. En direct à la télé. Et vous savez ce qui est le sort qui lui a été réservé. On l'a condamné après. Elle doit se retrouver actuellement en Londres. En Londres. Ouais, c'est la même chose. Donc, Assimi Goïta, il copie très bien ce qui se passe en Russie. Sauf que Wagner n'est pas une société crédible avec laquelle il fallait s'engager. N'oubliez pas. C'est pas Wagner, ce n'est qu'un écran de fumée. Wagner est une société de paille. Ouais. Voilà. Donc, si les gens croient que c'est Wagner, on met Wagner devant, mais sauf que Wagner, même son patron, c'est un ancien bandit, tout le monde le sait. C'est un ancien bandit. Vous voulez parler de Prigojine? Prigojine, c'est un ancien bandit, tout le monde le sait. C'est difficile pour notre jeunesse de concevoir que nos dirigeants veuillent collaborer avec ces messieurs de terre. Allez, pour combattre l'érosion, nous sommes au Togo. Le Togo, justement, a lancé jeudi d'importants travaux sur le littoral. Le financement est assuré par la Banque mondiale via le projet WACA, une initiative régionale car l'érosion touche tous les pays côtiers de la région. On vous retrouve, doyen Chris Ega, le projet WACA. On va parler d'abord de cela avant de parler de l'initiative. Et voilà, le projet WACA, je crois que c'est un projet financé, comme tu l'as si bien dit, la Banque mondiale et qui concerne l'aménagement du littoral. Et lorsqu'on parle de littoral, ce n'est pas seulement littoral comme sable, mais c'est littoral comme zone d'habitation, y compris les populations et avec tout ce qu'il y a comme les préoccupations. Parce que lorsque vous prenez le littoral, toutes les villes ou bien tous les villes qui sont sur ce littoral-là sont concernés par ce projet. Il y a des projets sociaux, différents projets sociaux. On peut aller même jusqu'à construction de latrines dans tel établissement. On peut intervenir même sur tel ou tel fleuve, sur telle embouchure, etc. Donc, je crois que c'est un projet qui tient compte de tout le littoral en tant que zone de vie qui veut apporter de meilleures conditions de vie et surtout lutter contre l'érosion côtière. Et pourquoi cela? C'est un projet régional parce que vous savez, les réalités que nous vivons, par exemple, qu'on vit au Ghana, c'est les mêmes réalités qu'on vit au Togo en ce qui concerne les érosions. Et vous savez que l'eau de la mer se déplace au niveau des côtes et charrie du sable. Et cela va jusqu'au
au Bénin. Donc c'est un projet régional en ce sens qu'il couvre un certain nombre de pays et dans ce projet-là, il y a différentes tâches, il y a différentes initiatives et c'est un projet qui a commencé depuis quelques années et c'est quand on en parle maintenant, il ne faut pas que les gens croient que c'est aujourd'hui ou bien hier que ça a démarré. Ce projet-là est en œuvre depuis quelque temps. Vous allez constater que sur le littoral, à Lomé notamment, on va construire des latrines parce que les gens vont déféquer là-bas la nuit à Nehor. C'est pareil. Donc, c'est un projet qui est mis en œuvre. Et maintenant, quand on le montre de façon spectaculaire, c'est pour sensibiliser l'opinion parce qu'on va porter devant cette opinion-là un certain nombre d'initiatives qui permettent aux rives, au littoral d'être propre, d'être viable. Parce que lorsque vous allez sur notre littoral, ce n'est pas du tout viable. Je ne parle pas seulement du sable où les gens en font n'importe quoi, alors que c'est en principe des zones stratégiques économiquement. Ce n'est pas ce que nous constatons. Je crois que le projet Ouaka intervient maintenant pour donner du sens au rivage, surtout lutter contre l'érosion côtière. Mais ce n'est pas que l'érosion côtière, permettre aussi à tous ceux qui habitent dans cette zone-là d'avoir de meilleures conditions de vie. L'érosion justement touche tous les pays côtiers de la sous-région. Le projet concerne le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et Sao Tomé. Le budget total est de 300 millions de dollars sous forme de prêts et de dons. Dominique Lacmon. Oui, c'est un bon projet à saluer parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène viable que nous observons sur nos côtes. Les régions côtières passent plein, surtout ici, ce qui concerne notre pays. Et cela vient ajouter au problème réel d'assainissement, de tout ce que nous observons à la pollution marine et tout ça. Dans ce projet vient à point nommé, comme l'a dit le doyen, quand même d'avoir assaini la côte, pouvoir mettre peut-être les infrastructures qui sera adaptée à ces côtes-là pour éviter quand même cette érosion. Vous savez, la mer, c'est nous les humains qui créons ces problèmes. L'eau qui constitue la mer, c'est en train de rechercher sa place. Donc, sa place qu'elle a perdue entre-temps due aux différentes variations climatiques. Vous savez, les phénomènes de changement climatique impactent également sur la mer, c'est-à-dire que l'eau peut reculer aujourd'hui et revenir demain. Et nous, les humains, quand l'eau recule un peu, on occupe les espaces que l'eau, en oubliant que l'eau qui a quitté aujourd'hui peut revenir même après plusieurs années. Actuellement, c'est ce que la mer est en train de chercher sur nos côtes. La mer veut réclamer entre-temps son espace qu'elle a perdu, si je peux le dire actuellement. C'est-à-dire que ce sont des parties entre-temps que la mer a occupées, maintenant en train de revenir, alors que ces parties sont déjà occupées par les populations. Donc, maintenant, pour éviter que ces populations soient victimes de cette érosion, ce projet serait vraiment un projet à saluer qui va éviter cette érosion. Maintenant, laisse à savoir cette faisabilité. Il faut que nos gouvernements soient quand même vraiment à mesure de ceux qui pilotent ce projet puissent arriver à atteindre ces objectifs. Il faudra que ça soit un projet qui va commencer. Demain, ça sera arrêté peut-être par manque de peut-être quelqu'un qui va le gérer n'a pas bien géré le projet, ou bien l'efficience des ressources louées à ça n'a pas été efficace. Donc il faut vraiment que on puisse arriver à gérer nos côtes. Sinon, vous voulez parler du suivi. Oui, le suivi et puis le pilotage du projet. Il faut vraiment qu'on fasse un bon travail pour que ce projet puisse connaître réellement son succès. L'appui apporté par la France, l'Espagne, le Fonds nordique pour le développement, les Pays-Bas, le Fonds mondial pour l'environnement et la Banque africaine de développement, Firmin Tekou-Agbo. Il faut dire que c'est un bon projet parce que vous n'êtes pas loin de là, vous êtes dans les rangs. Ça, je n'aime pas trop en parler. Je ne suis pas trop dans ça parce que... Bon, vous êtes togolais. Ouais, je suis togolais. Vous savez, 300 millions, est-ce que c'est beaucoup?
De dollars, bien sûr. Ouais, 300 millions, c'est pas grand-chose. Il faut utiliser la calculatrice. 300 millions, c'est pas grand-chose. D'euros? Ouais, 300 De dollars. millions Des dollars. Ah, des dollars, de oui. dollars, c'est pas grand-chose, vous imaginez. Et je me demande si tous nos pays ne pouvaient même pas se mettre ensemble pour pouvoir trouver cet argent. C'est quelque chose. 300 millions, c'est pas grand. Quand on cite tout cela, le Fonds pour l'environnement, la France, l'Espagne, tous ces pays-là et toutes ces organisations qui contribuent à hauteur de 300 millions, je pense que ça ne nous honore pas trop. Mais je ne parle pas du Togo spécifiquement, quoi. C'est-à-dire je parle de l'Afrique. S'il faut trouver cet argent-là pour aider les Africains, je pense que nous-mêmes, on pouvait se lever, se mobiliser. Regardez si, par exemple, on prend le Ghana, on prend la Côte d'Ivoire, on prend le Bénin. On dit, mais trouvons nous 300 millions. Vous croyez que ces États ne vont pas se mettre ensemble pour pouvoir trouver les 300 millions? Quand Covid est arrivé, je pense que tous les États ils sont allés chercher de l'argent pour guérir, pour chasser Covid. Et ce n'était pas une affaire de 300 millions. Donc, je pense à ce niveau-là, on nous prête de l'argent, mais ça, au lieu que ça nous serve, ça nous dessert plutôt. Lorsque vous lisiez, vous présentez le truc, je me demandais, vous imaginez, chaque année, on apprend que dans tel pays, il y a la Banque mondiale qui a fait ci, le FMI a donné ça, tel pays, tout ça. Maintenant, depuis, ça fait des dizaines d'années qu'on donne cet argent-là. Mais regardez toujours l'état de l'Afrique. Regardez toujours, c'est comment on ne s'en sort pas. Et comment il y a des gens qui ont une volonté, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, qui ont une volonté, qui sont quelque part, qui ne veulent pas que l'Afrique s'en sorte. Et la preuve, on nous donne de l'argent suffisamment, quelquefois suffisamment, mais on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Vous voyez, quand Covid est arrivé, on est allé en France, on a fait une réunion internationale avec le FMI, la Banque mondiale, l'Afrique a dit, le FMI ou ces institutions de Bretton Woods, on dit ils vont aider, elles vont aider l'Afrique à se relever après Covid, tout ça, là, il y a de l'argent qu'on a débloqué, mais est-ce que ça nous a servi? Tout cet argent-là existe, mais regardez comment les Africains triment avec la vie chère. Regardez comment on trime avec la vie chère. Moi, je pense que ce qui serait beaucoup plus acceptable est que nos États réfléchissent à comment réorienter ces histoires d'aide-là. Parce que ces aides-là ne nous aident pas. Regardez, vous imaginez, regardez tous nos États. Regardez tous nos États. On n'arrive pas à s'en sortir. Or, nous avons quotidiennement des aides. Des aides, oui. Il y a la question de ces aides aussi. Hein. Oui, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à s'en sortir. Quand vous voyez tous nos États, regardez l'Afrique de l'Ouest. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, bien sûr, Ouattara, il a fait des efforts par rapport à certaines villes, mais quand vous allez dans certaines localités, mais c'est difficile. Quand vous allez au Ghana, quand vous allez au Bénin, dans certaines localités. Revenons au débat. Oui, donc c'est pour moi, oui, moi, c'est Ouaka en fait. Ce projet-là, parce que Dominique Lacmois dit quelque chose d'intéressant, il dit maintenant... le suivi et aussi qu'on ne dise pas à l'avenir que le projet-là, on n'a pas pu aller au bout de l'initiative parce que peut-être l'argent manquait. Alors maintenant, il faut se préparer pour qu'à l'avenir, les choses puissent se passer normalement. Si 300 millions de dollars ou d'euros ne vont pas suffire, que les Africains, ces pays africains qui s'inscrivent dans ce projet-là, commencent par mettre de l'argent de côté et qu'il y ait un suivi important vis-à-vis de l'exécution du projet. Pourquoi on ne nous dise pas que celui-là a détourné tel montant et qu'après, s'il y a eu ça, il y a eu ça. Donc, c'est ça aussi qui est important. C'est ça aussi qui nous détruit. C'est pour cela qu'il fallait insister. C'est des actes citoyens. N'oubliez pas que nous, Dominique et moi, je le dis sur ce plateau, Dominique et moi, nous sommes sur un projet citoyenneté dans les écoles, dans les communes et dans les régions où nous parlons des valeurs citoyennes. Ça, là, on en a besoin surtout dans l'exécution de ce projet. Parce que nous, on ne sait pas pourquoi on donne tellement d'argent en Afrique, aux Africains, mais les projets n'aboutissent pas. Les projets n'aboutissent pas. La réalisation de ces projets, justement. Oui, les projets n'aboutissent pas. Regardez combien de sociétés on n'a pas privatisées en Afrique. Regardez combien de routes on n'a pas dit il faut construire en Afrique. Mais le suivi, soit les routes sont mal faites, soit elles sont faites sans caniveau, soit elles sont faites à minima, et après on dit que l'argent n'a pas suivi, ou peut-être quelqu'un a détourné. Aujourd'hui, ce projet-là, il est ambitieux international, qu'on lui consacre toute une attention et que la citoyenneté soit respectée sérieusement, parce que c'est la vie de beaucoup qui est engagée. Alors, doyen, c'est clair, le projet il est bon, mais c'est l'opérationnalisation de ce projet qui est important. Voilà, c'est que c'est surtout à ce niveau-là que nous attendons, et le gouvernement et les usagers, même des infrastructures qu'on va déployer sur nos berges. Lorsque vous avez
vous avez une jouissance irresponsable de ces structures-là. Les gens ne vont que vous donner des miettes parce qu'ils se disent que ben voilà, ces gens-là, ils ne sont pas en conformité avec la nature, ils ne savent pas tirer profit de ce qui est don naturel qui, en principe, aurait pu leur apporter beaucoup de bénéfices. Vous imaginez que le Togo, pour le cas que je connais le mieux, parce que je suis togolais, bien évidemment, c'est que nous n'avons que 50 km de côte et que nous avons transformé la côte en un lieu où on défèque. C'est-à-dire, lorsque les gens veulent se soulager, c'est plutôt là où ils vont. Alors que dans d'autres pays, je sais que c'est comme cela, ça se passe aussi sur la côte béninoise et dans une certaine mesure aussi sur les côtes ghanéennes. Eux, ils utilisent meilleur problème. Est-ce que même d'ailleurs, au niveau du Bénin, on l'utilise sur la mer, même les gens ont fait des canalisations de l'air, eau de toilette qui va dans les égouts et ça débouche. Lorsque vous prenez le cas du Togo, ce que la SMPT déverse quotidiennement dans la mer au niveau d'Aneho, nous c'est notre région et on se rend compte que lorsque vous-même vous n'êtes pas responsable en ce qui concerne la jouissance de ce bien-là, on ne peut vous donner que des miettes parce que tout à l'heure lorsque Firmin semble se plaindre de la petitesse, sinon de l'étroitesse du budget parce que 300 millions de dollars c'est quand même peu lorsqu'on parle d'un projet international. Et ça encore c'est parce que on estime que nous sommes victimes du changement climatique et nous bénéficions là du bénéfice carbone parce que alors que nous sommes des gens qui polluent peu, des pays qui polluent peu et les pays qui polluent beaucoup, comme on l'a dit, l'Espagne qui ont déjà des usines le long de la côte. L'Italie, l'Espagne, avec qui nous partageons pratiquement la même côte, l'Atlantique, la Méditerranée, et vous prenez encore d'autres pays comme la Hollande, etc., l'Angleterre, ces gens-là ont le devoir d'investir en principe plus que ça, 1000 fois mieux que ça pour que nous puissions développer nos côtes. Mais il faut que nous-mêmes, il faut que nous-mêmes nous montions d'abord responsables en ce qui concerne la perception que nous avons de cette côte et du bien que nous pouvons en tirer. Pour le moment, nous sommes à déféquer sur nos côtes. Et ce qui va suivre, c'est que lorsque ces projets sont réalisés, comme mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, vous allez constater 10 ans, 15 ans plus tard que les infrastructures qu'on a installées là sont devenues vétustes, sont devenues même inadaptées parce que le projet n'a pas été bien exécuté ou bien conçu. Bien conçu tout simplement. Parce que ici, ce que nous constatons le plus ici, c'est les éléphants blancs en ce qui concerne les réalisateurs. Il ne faut pas que pour ce coup-ci, ce soit encore des éléphants blancs. Au lieu d'investir et que nous puissions obtenir le suivi et faire en sorte que ce programme-là soit bien mené, bien exécuté et bien mis en usage, on constate généralement que... Alors, sur l'axe Agbo-Drafo-Anéhon, plusieurs types d'ouvrages seront réalisés, dont la construction d'épis, la réhabilitation de brise-lames, l'enrochement de l'apport de sable. Alors, d'ici 2025, les ouvrages devraient protéger la côte à 90%, assure les experts. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, merci beaucoup à vous. Vous avez sans doute merci beaucoup. Juste dire que Dominique et moi, avec son mouvement en la foi du Togo et le Centre de recherche de géopolitique internationale, nous sommes en train de concevoir. Nous avons un projet citoyenneté et paix dans les écoles, régions, communes. Et dans les prochains jours, nous serons à Kara. Nous allons sensibiliser les jeunes sur la paix, les valeurs citoyennes. Nous irons sur ces médias-là aussi. Et nous aurons aussi apporté de quelques vivres à ceux-là qui nous écouteront. Donc, on a besoin de soutien parce que nous engageons contre tout acte de violence. Nous sommes là pour la promotion de la paix et pour la promotion des valeurs citoyennes. Courage à vous. Merci également à vous, Chris Ega, journaliste, directeur de publication de Express Info. Doyen, merci beaucoup. Je vous en prie. En 5 secondes? Non, pas grand-chose. Pas grand-chose. Le projet Waka, c'est un projet dont on parle beaucoup sur des radios de proximité qui longent la côte et qui en parlent tout le temps. Je crois que c'est Sasgaou qui est celui qui parle de la chose. Je voudrais lui dire, faire un coucou et les encourager à aller dans le sens où ils sont actuellement. Dominique Lacmont, merci beaucoup à vous. Analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'épouse l'idée de mon frère Firmin. Donc, tout parfait avec lui. Ce projet, que les gens puissent apporter leur soutien, que ce projet puisse connaître un succès. Infini merci à vous. On dit également merci à nous, chers amis qui nous ont suivis
tout au long de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde et à très bientôt.